Fake News de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Possible acte criminel, silence de cathédrale des médias. L'expression du moindre doute quant au caractère accidentel de l'incendie de Notre-Dame semble provoquer la fureur des médias. Inquiétant. Émotion totale ou presque. Pour les médias, l'émoi provoqué par l'incendie de Notre-Dame a été total. Mais certains commentaires indécents sur les réseaux sociaux mettent à mal cette vision utopique. Julian Assange arrêté, service médiatique minimum. Face à l'arrestation inquiétante du journaliste le plus célèbre de la planète, les médias français ont décidé de rester plutôt discrets. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Nous avons voulu commencer cette émission avec ces images qui illustrent l'émotion qui a saisi la France et puis le monde entier après l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris, un événement dramatique qui a suscité une couverture médiatique évidemment très importante en France mais aussi dans le monde. Et ce qui a été saisissant dans le traitement médiatique, en particulier en France, eh bien, c'est l'écartement direct de la thèse criminelle ou même la thèse terroriste. Le seul récit qui semblait faire foi dans les médias français, eh bien, c'était celui du gouvernement et du procureur. L'incendie serait d'origine accidentelle et les personnes remettant en cause cette version officielle seraient des complotistes. On a par exemple ce tweet de Philippe Bilger qui répond à Didier Maisto qui mettait en cause la version officielle en évoquant la possibilité d'un acte criminel. En l'occurrence et en l'état, le soupçon est pathologique. On a également un article de l'Obs. Pendant que Notre-Dame de Paris brûle, les théoriciens du complot s'enflamment. Et donc, dans cet article, eh bien, on mêle à la fois des images tronquées, truquées ou alors mal interprétées, avec eh bien, des doutes légitimes ou pas, mais en tout cas des doutes présentés par Nicolas Dupont-Aignan ou encore Meyer Habib. Et on voit que le Huffington Post a également publié un article « Notre-Dame de Paris, Dupont-Aignan brise l'union sacrée ». Et Christophe Castaner lui-même répond à Nicolas Dupont-Aignan au micro de France 24. Le procureur de la République a été très clair. Rien ne permet de penser qu'il y aurait une autre cause qu'une cause accidentelle. Mais dans tous les cas, nous avons aujourd'hui près de 50 enquêteurs qui sont mobilisés et nous étudierons tout. Et toute la vérité sera faite. Mais on n'est pas responsable politique quand on se complaît dans le complotisme. Rappelons qu'en l'état actuel des choses, la thèse accidentelle est évidemment la plus probable. Malgré tout, Jean-Yves, il y a certains éléments, un contexte qui pourrait expliquer les doutes de certaines personnes. Je crois surtout qu'on ne connaît pas les causes. Aujourd'hui, on ne connaît pas les causes. C'est d'ailleurs assez normal. L'événement vient de se produire et la police judiciaire peut à peine accéder sur les lieux, donc on ne connaît pas les causes. Donc ce qui est choquant, c'est de dire il y a une cause qui est juste et il y a une cause qui est fausse. C'est choquant de dire c'est un attentat ou c'est un acte criminel, on ne sait pas. Mais d'un certain point de vue, c'est aussi choquant de dire c'est accidentel et c'est uniquement accidentel puisqu'on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont pu amener un certain nombre de gens à évoquer l'hypothèse criminelle. Il y a quand même un certain nombre de faits. Il y a beaucoup de dégradations d'églises qui sont des actes criminels. Il y a eu récemment une dégradation
de la basilique Saint-Denis. On a d'ailleurs trouvé le coupable, c'était en l'occurrence un clandestin pakistanais musulman, je crois. Il y a eu l'église Saint-Sulpice. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui plaide dans le sens de l'accident plutôt que de l'attentat, c'est qu'il n'y a pas de revendication. Effectivement. C'est vrai, il n'y a pas de revendication. Mais pour Saint-Sulpice, il n'y a pas eu non plus de revendication. Alors c'est assez intéressant l'incendie de Saint-Sulpice, puisque les médias, dans un premier temps, nous ont dit « c'est accidentel ». Et puis, 48 heures ou 96 heures après, ils ont dit « c'est non accidentel ». Non accidentel, on avait souligné ce point d'ailleurs dans un précédent immédiat, pour ne pas dire criminel. Et puis toujours sur Saint-Sulpice, on a évoqué la piste de SDF qui sont à proximité de cette église. Ce qui est surprenant, c'est qu'un mois après, la piste, on n'a pas de nouvelles de la piste, alors que c'est une piste relativement simple. Donc on aurait pu, parce qu'il y a peut-être 10-15 personnes qui pouvaient être suspectées, donc interrogées. Donc où ils sont dans le coup, où ils sont pas dans le coup. Donc il y a une espèce d'omerta. L'omerta qu'il y a sur ce type d'événement antérieur crée le doute. Alors, on va dire, il y a des complotistes qui expliquent que c'est criminel, etc. Ils ont tort. C'est pas sûr qu'ils aient raison, c'est sûr. Mais on peut comprendre cette attitude compte tenu précisément du comportement des médias et du parquet qui ferment toutes les hypothèses. Alors que si on regarde d'un petit peu plus près les choses, on voit qu'il y a doute. Criminel, accidentel, les deux hypothèses sont possibles. Je note un policier qui a déclaré dans Le Parisien « Il est possible qu'on ne sache jamais qui est à l'origine de l'incendie ». C'est possible, on ne saura jamais, mais si on ne saura jamais, on ne peut pas savoir aujourd'hui. Il y a Le Monde quand même, c'est un numéro daté de jeudi, qui évoque quand même l'hypothèse, on ne peut pas l'écarter, et qui dit qu'on pourra trancher l'hypothèse de deux manières. Peut-être si on découvre une multiplicité de foyers, première hypothèse. Deuxième hypothèse, si on trouve des moyens qui ont créé, des moyens chimiques qui ont créé la source de chaleur. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, prudence serait de dire qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas la cause, accidentelle, criminelle. À l'heure où nous parlons, nous ne savons pas. Peut-être qu'on s'en saura davantage dans 24 heures, ou dans une semaine, ou dans 2 semaines, je ne sais pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, il faudrait le dire. Et quand on prend en compte donc, ce contexte, on comprend que certains observateurs puissent se poser certaines questions. Et il y a des exemples de doutes quand même chez certains journalistes. Je pense notamment à cette séquence où David Pujadas donne la parole à Benjamin Mouton, ancien architecte en chef de Notre-Dame de Paris, qui, on le sent bien, nuance fortement la thèse accidentelle, et on sent que Pujadas partage les doutes de cet expert. En tout cas, on en a le sentiment. On va regarder l'extrait tout de suite. Vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça. Non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion ? À quelle hypothèse elle vous amène ? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Oui, alors effectivement, cet expert qui a été l'ingénieur en chef du bâtiment, l'architecte en chef du bâtiment pendant une dizaine d'années, il dit voilà, il faut vraiment beaucoup de choses pour qu'il y ait une combustion. On sent bien que il peut pas. L'hypothèse qu'il a en tête, il en a une en tête, mais qu'il veut pas la dire. Il peut pas la dire. Il peut pas dire l'autre hypothèse parce qu'elle est trop politiquement correcte. Mais pourquoi la fermer ? Et puis il y a aussi le maître d'œuvre des travaux qui est responsable de la mise en place de l'échafaudage, des ascenseurs, etc. Qui est quand même indirectement mis en cause, ou dont les hommes sont indirectement mis en cause, et qui quand même dit, on a écrit beaucoup d'âneries. On a écrit beaucoup d'âneries. Il n'y a pas de soudure, puisque les travaux n'ont pas commencé. Alors on a beaucoup évoqué la soudure, il n'y a pas de point chaud. Donc on a évoqué beaucoup d'âneries, et il dit, nous on monte les échafaudages, eh bien on les monte avec des marteaux et des clés de 22. Donc, il n'y a pas de source de chaleur là-dedans. Et il écarte également les ascenseurs comme... Alors, il écarte les ascenseurs qui sont quand même apparemment pas tout près de... Enfin bon. En tout cas, il y a quand même là 2 grands experts qui
à minima, émettre quelques doutes, sinon sur la thèse accidentelle, au moins sur le fait que ce soit la seule thèse qu'on puisse retenir. Voilà. Alors, il faut maintenant étudier un petit peu plus près le rôle des décodeurs, puisque les décodeurs du Monde ont joué un véritable rôle de chien de garde ces derniers jours. Ils ont défendu la thèse officielle de manière, on va dire, agressive. Dans leur article « Intox sur l'origine de l'incendie de Notre-Dame de Paris », ils écrivent « Ce que dit la rumeur », en reprenant les propos de l'animateur du site f2souche.com, Pierre Sautarel, qui, sur Twitter, a déclaré que, selon LCI, 2 foyers d'incendie auraient été repérés. Et les décodeurs notent que cette information a été reprise par le site belge La Dernière Heure. Et côté politique, ils épinglent Jean Messia, qui aurait également été séduit par cette interprétation. Alors, la fameuse vidéo en question, c'est celle de David Pujadas. On va la regarder tout de suite. On ne voit pas comment cette flèche pourrait être sauvée, étant donné l'intensité du foyer qui s'y développe, mais qui menace aussi l'édifice par ailleurs, puisqu'on le distingue nettement, il y a au moins 2 foyers. Et ce qui est intéressant dans cet article, finalement, c'est la conclusion des décodeurs, puisque le titre, c'est « Pourquoi cette information est infondée ?» Et dans le texte, 2 lignes plus bas, les décodeurs écrivent « Il est trop tôt pour tirer des conclusions ». Finalement, c'est assez ironique. On dit que c'est infondé, mais on ne peut pas tirer de conclusion. Je crois que c'est juste. On ne peut pas tirer de conclusion. Mais si on ne veut pas tirer de conclusion, on ne peut pas tirer de conclusion dans un sens, mais on ne peut pas tirer de conclusion non plus dans un autre sens. Voilà. Ils ne veulent pas tirer de conclusion, mais ils en tirent quand même. Voilà. Il faut avoir essayer de faire preuve d'un peu de recul, de discernement et de prudence. Encore une fois, au moment où nous parlons, nous ne savons pas. Mais les autres qui parlent ne savent pas davantage que nous. Passons au zapping. Et ce que dit Christophe Castaner, c'est que des rapports très sérieux observent que les passeurs aussi s'appuient sur les ONG, parce qu'ils mettent les bateaux dans la mer et puis ils considèrent que l'ONG va les récupérer. En Finlande, personne ne s'attendait à cette vague populiste, pas même le principal intéressé, la formation des vrais Finlandais. Un soulagement pour cet étudiant finlandais. Le changement qui a eu lieu hier était attendu depuis longtemps. Selon moi, c'était le bon choix. Député qui est de rester aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira. Ces vidéos ont toutes été publiées en moins d'1 semaine sur Twitter. Des vidéos de rixes très violentes qui se dérouleraient dans le 18e arrondissement de Paris. Les violences dans le 18e arrondissement sont donc une réalité. J'y suis allée, j'ai constaté effectivement, le 18e arrondissement en ce moment, c'est un peu une situation critique. Et on se rend compte en fait, en regardant ce sujet, que les réseaux sociaux, ils donnent finalement une visibilité à ces riverains. Ils n'ont plus besoin en fait de passer par les médias traditionnels pour exprimer leur désarroi, leur exaspération. C'est direct. C'est direct. C'était autour du ralliement à Macron, c'est-à-dire finalement, les gens disaient « Ah, il est impressionnant, il est bon, sa politique ». Et on regardait ensuite, mis à part Blanquer. Ça, c'est un cas à part qui me semble tout à fait une bonne nouvelle sur le fond des choses. Il suffit que l'homme politique dise, en gonflant le torse, on a une forme d'autorité naturelle, patrie, nation, tradition, tout ça. C'est comme si l'homme de droite se suffisait de cela. Il n'exige aucune politique, il n'exige aucune remise en question des politiques établies. Enfin, un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cadre et le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Aujourd'hui, les citoyens ont une revendication, ces citoyens, de participation. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant. On écoute Mounir Majoubi et quand on l'écoute, vraiment, sa voix est une mélodie agréable à nos oreilles. Le problème, c'est qu'il y a quand même un écart là entre les paroles et les actes. Car enfin, monsieur Majoubi, vous nous dites ça le jour même où Bruno Le Maire a qualifié de populisme le fait de demander l'organisation d'un référendum d'initiative partagée sur ADP. Alors si vous étiez cohérent, vous devriez soutenir cette démarche.
C'est vrai que moi j'ai été assez surpris de ce qu'a dit notre président de la République, qui a tout de suite parlé de collecte. Et je pense qu'il faut, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Odon Vallée, avoir conscience que les cathédrales appartiennent à l'État. Donc c'est une responsabilité d'État. Et là, on touche à quelque chose qui est absolument fondamental. Notre-Dame de Paris, je veux dire, il n'y a pas plus fondamental. Et de parler de collecte, ça rejoint finalement ce qu'on constate de façon générale dans le patrimoine, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à ne plus financer le patrimoine. C'est raisonnable, c'est volontaire et c'est nécessaire. 5 ans, c'est 2024. 2024, c'est les Jeux Olympiques. Le monde entier va venir à Paris. Il faut que Notre-Dame soit terminée, inaugurée à ce moment-là. Ensuite, pourquoi on nous dit 10 ans, 15 ans chez les professionnels de la profession? Parce qu'ils veulent faire de Notre-Dame leur dame. Et avec beaucoup de minutie, beaucoup de soins, bien sûr. Mais non, les Chinois font des centrales nucléaires en quelques mois. On doit pouvoir reconstruire cette charpente et ce plafond en 5 ans. Petit coup de chapeau aux vrais Finlandais qui ont, ils n'ont pas tout à fait gagné à quelques voix près. Ils sont derrière les sociodémocrates, mais enfin ils sont à près de 18% des voix, alors qu'ils étaient donnés quasiment morts, disparus il y a quelques semaines. Effectivement, ils avaient participé au gouvernement. Il y a ensuite eu une scission entre ceux qui voulaient rester au gouvernement où ils ne faisaient rien et ceux qui voulaient partir. Ceux qui sont partis ont retrouvé l'ensemble de leurs électeurs, même peut-être un petit peu plus. C'est, je pense, une indication d'ailleurs intéressante pour les prochaines élections européennes, à la fois pour la Finlande et probablement pour ce qui se passera dans d'autres pays. Alors, on parle assez souvent de Mathieu Bock-Côté, qui est un intellectuel remarquable. On avait vu comment il avait mis les gens de Quotidien en PLS, là, dans une émission précédente. Là, il fait une remarque qui est tout à fait juste en disant finalement, les lecteurs de droite, ils se contentent de paroles, ils n'attendent pas des faits. Alors, je trouve que Mathieu Bock-Côté est un peu lui-même pris dans le piège de ce qu'il reproche aux autres, puisqu'il dit sauf Blanquer, mais Blanquer, il ne fait pas du tout ce qu'il dit. Il mène une politique hyper politiquement correcte dans l'éducation nationale. Sous couvert de belles paroles. Sous couvert de belles paroles. Donc là, Mathieu Bock-Côté, il est un petit peu pris en défaut par rapport à son raisonnement. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est les réactions sur Notre-Dame de Paris, la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Alors, on a monsieur Édouard Philippe qui nous dit, Premier ministre, qui nous dit il faut un concours international pour trancher la question de ce qu'on va refaire. Ce qu'on va refaire, c'est une décision politique. En fonction de l'idée qu'on se fait du monument, de sa part dans l'histoire française, de sa part dans la civilisation européenne. C'est ça qui doit guider ce qu'on doit refaire pour Notre-Dame, pas un concours international. C'est une vision totalement technocratique, techno-marchande des choses qui est tout à fait surprenante. Autre déclaration surprenante de M. Philippe, il faut adapter la flèche de Viollet-le-Duc, il faut adapter la flèche aux techniques et aux enjeux de notre époque. Ça fait un petit peu peur. Hein. Ça fait un petit peu peur, d'autant plus que la flèche, elle a 2 siècles, puisque c'est effectivement, elle date de Viollet-le-Duc, et elle s'est inscrite dans la durée, elle s'est inscrite dans l'histoire. Donc, la future flèche, si c'est la restauration de l'ancienne ou si c'est une nouvelle flèche, elle doit aussi s'inscrire dans une histoire longue. Le long passé de Notre-Dame et son avenir, et pas dans l'époque actuelle, qui est celle de M. Philippe peut-être, mais qui n'a pas un intérêt suffisant par rapport à l'enjeu historique. Et quant à M. Barbier, lui, il est toujours excellent. Il nous explique qu'il faut absolument que ça soit prêt pour les Jeux Olympiques. Ça n'a rigoureusement aucun intérêt de mettre cette borne, qui est une borne d'un événement médiatique. Pourquoi et c'est tout ça, vous remarquerez qu'à la fois du côté de Philippe et du côté de Barbier, on inscrit la reconstruction
la restauration plus exactement, de Notre-Dame de Paris, dans le court-termisme, le temps très court. Notre époque, les Jeux Olympiques, alors que la puissance de Notre-Dame de Paris, c'est d'avoir 9 siècles d'histoire française, 9 siècles d'histoire de la civilisation européenne, c'est la longue durée, et ces gens-là veulent tout réduire dans le court-termisme, le très court terme. Voilà. Dernier point peut-être quand même, qui ressort aussi de ce zapping, c'est le sacrifice du patrimoine qui ne représente que 3% du budget du ministère de la Culture, parce que le ministère de la Culture préfère financer les festivals de films transgenres ou le non-art contemporain que de financer la protection du patrimoine. C'est un des sujets importants qu'a très bien souligné notamment la Tribune de l'Art et Rickner. Passons au deuxième sujet, émotion totale ou presque. Pour les médias, l'émoi aurait été total en France. Exemple avec cette intervention de David Doucan, journaliste à Europe 1 dans l'émission Punchline sur CNews. Ces images d'hier soir qui nous ont tous saisis et qui touchent tous les Français et de toute confession. Parce que Notre-Dame de Paris, en réalité, comme la Tour Eiffel, comme l'Arc de Triomphe aussi, je parle de l'Arc de Triomphe à dessein, ce sont des bâtiments qui sont à nous. Autre exemple, cet article du Parisien, incendie de Notre-Dame, l'émotion des musulmans et des juifs. Mais la réalité est un petit peu différente. De très nombreux messages ont été postés sur les réseaux sociaux par des Français. Des Français administratifs. Des internautes. Des internautes. Bon. Des internautes. Petit florilège. Ils se sont moqués de la Mecque. Allah leur fait payer en brûlant Notre-Dame de Paris. Ceux qui faisaient leur petit montage sur la Mecque, on en parle de la chicha Notre-Dame ou c'est bon? Vous vous êtes foutus de la gueule de la Mecque. Regardez votre Dame de Paris maintenant. Dieu est grand. Vous souteniez un gars qui se moque de la Mecque. Allah a vite répondu. Sur les différents directs Facebook et YouTube couvrant l'événement, des centaines de messages et d'émojis amusés ou heureux ont été postés par des internautes, vraisemblablement pour beaucoup musulmans. Et eh bien, silence médiatique sur cette affaire. Seule Valeurs Actuelles a fait un article mardi. Nique la France, Allah est grand, ces réactions de joie scandaleuses à l'incendie de Notre-Dame. Deux autres voix médiatiques sont à saluer, Charlotte Dornelas et Geoffroy Lejeune, qui ont tenté de se faire entendre sur CNews. On les écoute tout de suite. En revanche, il y a quelque chose de criminel, selon moi, dont on n'a pas parlé, en tout cas dans les médias pour l'instant, c'est les réactions, les effusions de joie de certains, notamment, vous savez, des musulmans qui se réjouissent. Et donc, moi, j'ai lu depuis hier soir des réactions, mais ça m'a fait halluciner, si vous voulez. Ça m'a fait penser au moment où on découvrait les réactions aux minutes de silence après Charlie Hebdo dans les lycées de banlieue. Un nombre de réactions, c'est pas quelques dizaines, quelques centaines, ce sont des milliers de réactions de gens qui sont heureux de voir qu'après qu'on ait toléré, parce qu'il y a eu un grand mouvement de soutien. Mais ça, vous l'avez vu où, ça? Mais sur les réseaux sociaux. Oui, mais les réseaux sociaux. Autre preuve d'une légère différence entre le récit médiatique et la réalité. Un appel à la solidarité du recteur de la mosquée de Lyon par rapport à l'incendie de Notre-Dame a suscité une avalanche de commentaires négatifs parmi les fidèles. Exemple, c'est une plaisanterie? Ok, au revoir la grande mosquée de Lyon. Jean-Yves, on voit donc qu'il y a un récit médiatique et une réalité différente. Le récit médiatique, en fait, c'est le récit du vivre ensemble. Et donc, il y a un événement qui touche les Français et qui est censé toucher tous les gens qui vivent en France, même ceux qui ne sont pas français de culture et de civilisation. Et je crois que la réalité, si les Français ont été aussi touchés par Notre-Dame, c'est que Notre-Dame, c'est l'héritage européen, c'est l'héritage chrétien, c'est l'héritage de leur civilisation. Donc les Français se sont sentis concernés par cela. Ceux qui appartiennent à une autre civilisation ou à une autre religion, ils ne se sentent pas concernés. Il n'y a que les médias qui voudraient qu'ils soient concernés, mais ils ne se sentent pas concernés. Donc au mieux, c'est l'indifférence. On le voit d'ailleurs dans les foules
qui se retrouvent autour de Notre-Dame, ce sont des foules françaises, des foules européennes. Au mieux, ceux qui ne se retrouvent pas, c'est l'indifférence. Et au pire, c'est l'ironie et tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça, les médias le cachent. Alors qu'il est évident que s'il y avait eu un incendie dans une mosquée, les médias n'auraient pas manqué de dénoncer si certains internautes s'en étaient réjouis, ce qui n'aurait pas forcément été très bien non plus, bien sûr. Ce qui est intéressant dans cette approche, dans cette question, c'est bien que les médias minorent la question, mais que grâce à la mobilisation sur les réseaux sociaux, eh bien, le sujet émerge auprès des gens directement et aussi auprès de certaines rédactions comme Valeurs Actuelles qui a pu faire le boulot. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, et très simplement, tous les Français attachés à la civilisation européenne et chrétienne sont bouleversés, les autres s'en moquent. Voilà, c'est ça la réalité, mais les médias ne veulent pas admettre ça. Passons au tweet. Les tweets, on a à nouveau le père Fournier qui s'est illustré. C'était illustré au Bataclan en venant au secours d'un certain nombre de personnes. Et là, il est rentré dans la cathédrale encore en feu pour récupérer, reprendre, sauver la couronne d'épines et un certain nombre d'objets sacrés. C'est très courageux, c'est très notable. C'est un ancien padré, je crois, d'un RPIMA, donc qui a effectivement je crois qu'on dit une certaine expérience. Oui, qui est péchu, voilà. Et qui est péchu à la fois comme religieux et comme officier, ou comme ancien officier. Et ce qui est intéressant, c'est que le traitement médiatique sur cette personnalité, c'est que c'est typiquement le genre de personnalité qui, dans d'autres cas, pourrait être mise en valeur. Et là, pour le coup, quand on regarde un entretien qu'il a donné, je crois que c'est à Famille chrétienne, où il décrit la scène où il va chercher les hosties, le Saint-Sacrement, la couronne d'épines, etc., c'est vraiment très prenant, très fort. Et ça, Combini et tous ces médias qui n'hésitent pas à faire des interviews très rapidement de personnalités un peu plus politiquement correctes peut-être, là ne l'ont pas fait. Et donc, c'est des médias... catholique qui périphérique. Oui, mais catholique chrétienne, c'est un média relativement périphérique, c'est pas Paris Match, quoi, voilà. Exactement. Alors qu'effectivement, ça serait un sujet, indépendamment de Combini, ça serait un sujet pour Paris Match, par exemple. Ouais, voilà. Bon, ils en feront peut-être, parce qu'à mon avis, l'exploit est quand même très très beau, donc je pense qu'il y en aura. Il y a déjà eu quelques articles mainstream dessus, mais pas autant de mise en valeur que dans d'autres cas. D'accord. Tout le monde ne peut pas être malien et musulman, hein, voilà, comme ça. Alors, il y a le Check News qui a repris de manière un petit peu sévère Monsieur Bellamy. Il avait tendu la perche. Qui avait dit, mais tous les députés européens LR ont voté contre Marrakech. Bah non, manque de chance. Lorsque le sujet est venu en discussion, avant d'ailleurs la ratification du pacte, en 2018, tous les députés européens LR s'étaient prononcés, sauf Nadine Morano,
en faveur de la négociation de ce pacte, ce qui est assez logique, puisque le groupe auquel ils appartiennent, le PPE, qui est le groupe de M. Juncker, qui est le groupe de Mme Merkel, etc., s'était prononcé effectivement pour ce pacte, quoi. Donc c'est là qu'on retrouve un petit peu... oh tiens, ça me fait penser à Bock-Côté, qui dit les électeurs se contentent, un peu souvent les électeurs de droite, ils se contentent de paroles. Bah oui, mais il faut un peu regarder ce qui engage les élus, les députés, qu'ils soient parlementaires européens ou nationaux, ce n'est pas les paroles, ce sont les actes, ce sont les votes. Et donc là, c'était un assez bon travail de réinformation. Mais on a déjà noté que le Check News, c'était quand même pas du tout le même esprit que les décodeurs. Beaucoup plus neutre. Beaucoup plus neutre. Enfin bon, là, ils allument un homme de droite, mais enfin... Oui, bien sûr, mais en règle générale. Mais ils l'allument de manière factuelle, voilà. Purement factuel. Exactement. Dernier point, Soral a été condamné à de la prison ferme. Je ne sais pas s'il ira ou pas, mais enfin, il a été condamné à la prison ferme pour délit d'opinion. Franchement, la prison ferme pour délit d'opinion, ça fait un peu penser à la Corée du Nord, quoi. Moi, ça me gêne que la France, elle s'engage sur des voies qui sont quand même... des voix totalitaires. Alors on va me dire, oui, mais les propos étaient odieux. Oui, mais c'est précisément pour les propos odieux qu'il faut protéger la liberté d'expression. Pour les propos sympathiques ou jugés sympathiques par le pouvoir, il n'y a pas besoin de la liberté d'expression. Donc c'est un peu un contresens. Bon, enfin. Alors, dernier point, mais l'affaire est à suivre. Doucet, dont on avait parlé, David Doucet, l'auteur d'un livre sur la fachosphère, qui était le patron des Inrocks en ligne, qui a été viré à la suite de l'affaire de la Ligue du LOL. Le cas de harcèlement. Un cas de harcèlement assez ancien, d'ailleurs un canular téléphonique quand même. Vient d'être recruté comme rédacteur en chef, si j'ai bien compris, pour Touche pas à mon poste, d'Hanouna. Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle campagne contre lui? C'est une affaire à suivre. Voilà. En tout cas, c'est une information médiatique. Passons au troisième sujet. Julian Assange arrêté, service minimum des médias. Le jeudi 11 avril dernier, le journaliste le plus célèbre du monde a été appréhendé par la police britannique au sein de l'ambassade équatorienne où il était réfugié depuis près de 7 ans. Son immunité diplomatique avait été levée pour des prétextes douteux quelque temps avant son arrestation. Et la personnalité de Julian Assange, elle est complexe. C'est d'abord l'une des figures, en tout cas dans sa jeunesse, c'était l'une des figures du piratage informatique. Et c'est surtout, il a surtout été rendu célèbre par la création du site Wikileaks en 2006, dont il est le rédacteur en chef. Un site sécurisé qui permettait à des sources de déposer anonymement des dossiers. Et aussi un média qui travaillait en partenariat, ou qui travaille toujours d'ailleurs en partenariat avec les plus grandes rédactions internationales. Julian Assange avait été le récipiendaire du prix Amnesty International en 2009. Il a été également désigné personnalité de l'année en 2010 par le Time et Le Monde. Aujourd'hui, les États-Unis veulent le poursuivre pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de piratage informatique. Une accusation qui est théoriquement passible de 5 années de prison, mais en fait, il se pourrait que les États-Unis l'inculpent par la suite pour tentative d'espionnage. Et là, la peine est beaucoup plus lourde, puisque c'est tout simplement la peine de mort qui est possible. Alors, il y a eu des réactions, notamment populaires, au travers Le Monde. En France, des manifestants sont réunis devant le journal Le Monde, et ils étaient passablement énervés, parlant d'un abandon du journaliste. On les écoute. De l'abandon, de la trahison dont il a fait l'objet, de tous ces organes qui ont bénéficié en leur temps des publications de Wikileaks, qui en ont fait des coups gras, qui ont gagné de l'argent avec, qui ont augmenté leur tirage avec, et aujourd'hui ils les abandonnent. Alors la presse française a-t-elle abandonné Assange? Globalement, tous les médias ont parlé de cette arrestation, mais le traitement médiatique est quand même extrêmement prudent quand on connaît l'importance de cette personnalité. La une de Libération évoque son arrestation, mais en mineur, et dans l'article consacré à cette arrestation, Julian Assange est présenté comme l'un des personnages les plus controversés de notre époque. Sur la une du Monde, l'arrestation est également traitée en mode mineur, et l'article consacré à cette arrestation est très distancié.
Sur la une du Figaro, eh bien, c'est encore un entrefilet, c'est très léger, et l'article consacré à cette arrestation est relégué en 9e page. Donc, Jean-Yves, on voit que les médias ont quand même pris leur distance par rapport à... Alors là, objectivement, c'est de la désinformation, non pas par occultation, parce qu'ils en parlent, mais par minoration. C'est un événement qui, manifestement, aurait dû être en une, compte tenu de l'ampleur de ce qu'a fait Assange et de l'ampleur de l'événement consistant à arrêter ce réfugié politique. Et là, c'est traité vraiment avec beaucoup de pincettes. Alors, plus que des pincettes, il y a même une certaine forme de mépris de la part de certains observateurs, comme par exemple Laurent Neumann sur BFM. Laurent, en un mot, votre flop? Julian Assange. D'abord parce qu'il a eu tort d'accepter de passer 7 ans de prison dans une ambassade pour éviter de se présenter devant ses juges qui lui promettaient 5 ans de prison au maximum. Et puis vu comme ça, effectivement, on se dit qu'il aurait mieux fait. Parce que, au fond, il ne s'intéresse qu'aux secrets des démocraties occidentales. Les secrets des dictatures, visiblement, c'est pas son truc. Manque donc le courage. En France toujours, eh bien, c'est Raphaël Enthoven qui s'illustre en déclarant dans un tweet: il faudrait arrêter de se faire plaisir devant les images d'Assange en se persuadant qu'on vit en dictature. Quoi qu'on pense de ce qu'il a fait, son arrestation est légale. Quand on veut changer la loi, on commence par en accepter les conséquences. Alors, peut-être une explication à ces prises de position et cette distanciation générale médiatique, eh bien, c'est que Julian Assange a un petit côté politiquement incorrect. On se souvient par exemple de ce tweet qui avait fait, qui avait provoqué l'émoi. Le capitalisme et l'athéisme ainsi que le féminisme provoquent la baisse de la fertilité et donc l'obligation de migration, avec une comparaison de la fertilité des personnes européennes et des personnes extra-européennes migrantes. Donc ça avait provoqué l'émoi. Jean-Yves, c'est peut-être ça qui provoque cette distanciation et ces propos quand même très très étonnants. Le fait aussi qu'il ait fait fuiter un certain nombre d'éléments concernant les services américains, les services occidentaux, les guerres occidentales, et donc qu'il est aussi un peu accusé d'avoir fait le jeu de la Russie. Bon, alors là, voir sur BFM Apolline de Malherbe et Laurent Neumann parler du manque de courage d'Assange... Il y a une indécence, je veux dire. C'est des gens qui sont dans un studio, qui répètent le blabla politiquement correct à longueur de journée. Bon, voilà, c'est leur métier, on va pas leur en vouloir. Mais des cloportes qui accusent quelqu'un... qui a passé 7 ans reclus dans une ambassade pour échapper à la prison, qui va aller en prison pour les actes qu'il a commis. Et peut-être risquer bien plus, d'ailleurs. Peut-être risquer bien plus. L'accuser de lâcheté, c'est vraiment... ils n'ont pas le sens des mots. Comme ils ne savent pas le sens du mot courage, sans doute ne savent-ils pas non plus le sens du mot lâcheté. C'est vraiment... ils sont vraiment pitoyables, tous les deux, la Neumann et Apolline de Malherbe. Il y a un dernier point quand même qui est intéressant dans cette affaire. C'est que tout ce qu'on nous raconte sur les réfugiés politiques, sur le droit d'asile, tout ça c'est bidon. Parce qu'on accorde le statut de demandeur d'asile, voire le statut de réfugié politique à des gens qui racontent des histoires à dormir debout, qui n'ont jamais fait le moindre acte politique. Et là, un homme, un journaliste, qui s'est engagé, qui a pris des risques pour des idées politiques, pour des idées de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion, lui, personne ne lui donne le droit d'asile. Le droit d'asile, il est vidé de son sens. Bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.